Ah, Ah, c'est bon. Yann, tu es au courant qu'il y a des soundboards pendant ta conf? Alors, bonjour à vous tous qui nous regardez chez vous, de chez vous, je l'espère, parce qu'il le faut. Hein. Et bonjour à tous ici. On va faire un petit tour d'horizon pour cette sans titre podcast. Alors, podcast sans titre, podcast vidéo, mais pas de titre, parce que c'est la thématique. Et pas de public. Qu'est-ce qu'il y a? Et pas de public non plus. Sans titre et sans public. Ça, on va peut-être couper. On va faire un petit tour de table pour présenter tout le monde parce qu'il y a sans doute des gens qui nous regardent qui viennent aux soirées sans titre et qui, j'espère, viendront une fois qu'on sera déconfinés. Mais il y a peut-être des gens qui découvrent les soirées sans titre. Donc je vais commencer par mesdemoiselles. Donc, bonjour Marie. Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Ça va bien? Oui, ça va, ça va. On profite de la maison. Bonjour Elodie. Bonjour. Ça va aussi? Oui, super. Ça va bien. Okay. Je vais continuer avec les gens qui sont dans les soirées sans titre et après je parlerai de notre invité. Donc bonjour François. bonjour. Donc François, c'est lui qui va nous agrémenter notre podcast de petits sons comme on le fait avec les soirées, mais cette fois-ci en version numérique. Voilà. Bonjour André. Bonjour Lionel et bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Ça roule, moi ça va. Ouais, effectivement, c'est bien de me poser la question aussi. Est-ce que ta connexion est au beau fixe? Ça va mieux? Peut-être. Peut-être. Et bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Non, ça c'est toi. Vincent, c'est toi. Donc voilà. Et bonjour Yann. Bonjour à tous. Salut, donc invité. Tu vas nous présenter, je vais en parler dans quelques minutes, ton projet. Donc je ferai un petit peu un petit programme, donc ça va être une sans titre un peu réduite, donc par rapport à l'habitude en live. Donc là, on va avoir Yann qui va nous parler du projet Atlas, qui est un projet qui mêle VR et photogrammétrie, il va vous expliquer tout ça. On a ensuite la rubrique nostalgique avec moi, Martial et Benoît. On dit bonjour à Martial et à Benoît qui ne sont pas encore là parce qu'évidemment on est en train d'enregistrer cette émission et qu'on l'enregistre par partie, par petits bouts. Donc on dit quand même déjà bonjour à Martial et à Benoît. Et on aura Marie en fin d'émission, on peut parler d'émission, c'est la première fois, qui nous posera des questions pour voir si on a bien suivi toute cette petite chose. Donc voilà. Donc je propose de commencer par le commencement, donc par Yann. Donc on va tout de suite lancer la rubrique de Yann. C'est horrible. C'est merveilleux. Oui, c'est ça. Bienvenue Yann. Ok, donc je vais faire une petite présentation de mon projet Atlas. C'est un projet, c'est une collaboration entre moi qui suis plutôt un artiste numérique, qui travaille beaucoup avec les réalités étendues, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Et sur ce projet, je collabore avec une scénographe, plasticienne, maquettiste, qui s'appelle Marie Losso. Et je vais vous montrer quelques images. Alors, ça s'appelle Atlas et c'est un projet autour des villes imaginaires. Donc des villes qu'on a inventées et qu'on a construit à la main, en bois, en carton. Et c'est un projet qui est participatif parce que on l'a co-créé au cours d'ateliers, au cours de workshops. Pour des publics très très différents, que ce soit des enfants à partir de 7-8 ans, des ados, des professionnels. Et l'idée, donc, c'est de créer des mondes virtuels qui sont entièrement créés à la main, à la base,
Et pour ça, on utilise une technique qui s'appelle la photogrammétrie, qui consiste à prendre plein de photos de chacune des maquettes et à les reconstituer en 3 dimensions et à les intégrer ensuite dans des mondes virtuels. C'est cela, oui, oui, oui. Alors ensuite, l'idée, c'est qu'on crée des expériences multi-utilisateurs. On utilise pour ça des casques comme le Vive, qui est un casque de réalité virtuelle, l'HoloLens, que vous voyez ici derrière, qui est un casque de réalité mixte. Ici, là, vous voyez par exemple le genre de choses qu'on peut voir avec le HoloLens, c'est-à-dire des hologrammes, donc des versions holographiques des maisons qui ont été construites à la main et qui sont ensuite intégrées en temps réel dans l'espace réel. Alors, l'idée derrière Atlas, c'est que la manière dont on interagit avec ces villes imaginaires, c'est qu'on les fait pousser. En fait, c'est des villes qui sont vivantes, qui sont organiques. Et on va lancer des graines qui vont faire pousser ces villes comme si c'était des... Je sais pas, moi, pour les animations, je me suis pas mal inspiré des poussées de champignons, par exemple. Et donc, tout le challenge a été de voir comment on donne ces propriétés organiques à des objets qui sont rigides normalement. Voilà, donc ça, c'est cette petite vidéo, je vais vous l'envoyer. C'est donc ce qu'on voit dans le monde de la réalité virtuelle. Mais ces différents mondes, donc monde de réalité virtuelle, monde dans l'HoloLens en réalité mixte, ils interagissent entre eux. Et donc, on va avoir des gens qui vont faire pousser des villes entre ces mondes. Donc voilà, en gros, le processus de création quand on est dans un atelier, c'est qu'on commence à montrer, ici on était à Molenbeek, à la Maison des Cultures, avec des enfants entre 9 et 10 ans. Et donc on leur explique le principe du dépliage de D3D. Donc ils vont dessiner en 2D sous Inkscape, ils vont dessiner des formes en 2D, des patrons, qui vont envoyer vers une découpeuse laser derrière, ce qui nous permet d'avoir vraiment l'idée, c'est de créer des villes immenses, quoi. C'est pas juste d'avoir une petite maison, c'est vraiment de créer des choses. On a des centaines, des milliers de maisons, ça nous permet d'avoir vraiment du volume. Et puis derrière ça, à partir de ce patron, ils vont faire des maquettes en 3D en ajoutant du bois. Ensuite, ils vont scanner ça en 3D, donc avec la photogrammétrie. Ils font, je sais pas, pour une petite maison comme ça, je dirais une trentaine, quarantaine de photos en tournant autour du modèle. Et ensuite, on utilise des logiciels. Alors, ça peut être des logiciels open source comme Meshroom, ou ça peut être le logiciel qu'on utilise en général. Il est payant, ça s'appelle Metashape. L'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus rapide que le logiciel open source et que comme on a beaucoup de volume, c'est important. Et ensuite, voilà, alors l'étape, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément dans les workshops ou alors dans des workshops beaucoup plus avancés avec des étudiants en art numérique, par exemple, à Mons, on a fait ça. C'est l'animation. Comment on part d'objets donc rigides, d'objets en bois, scannés, et ensuite comment on va leur donner des propriétés organiques. Donc ça, on utilise un logiciel de 3D qui s'appelle Houdini, qui est spécialisé dans les... il est généraliste, mais sa spécialité, ça reste quand même tout ce qui est simulation de particules, simulation je sais pas, de vêtements. Alors ici, pour le coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des simulations de vêtements, c'est-à-dire qu'on dit au logiciel que cette photogrammétrie, cette maison, en fait, elle n'est pas en bois, elle est en tissu. On va lui appliquer des propriétés physiques, donc la gravité, on va les écraser, etc. Et ensuite, on va jouer l'animation en arrière et ça va nous permettre d'avoir cette impression de maison qui pousse. Et enfin, la dernière étape, c'est comment intégrer tout ça dans des mondes en VR, en mixed reality. Et pour ça, on utilise le Game Engine Unity. Et pareil, on donne des ateliers autour de ça, comment créer des mondes dans un moteur de jeu pour la VR, pour le Lens.
Et enfin, évidemment, il y a eu toute une étape de coding qui nous permet de créer toutes les interactions. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai fait une bonne petite intro du projet Atlas. Si vous avez des questions. C'était très bien. C'était très bien. Oui, moi j'ai une petite question à laquelle je pense que tu n'as pas encore répondu. C'est la vocation du projet. Alors, ça passe par des workshops, mais l'idée, c'est de faire découvrir ces technologies, d'explorer les technologies. C'est tout ça à la fois. Qu'est-ce que le but recherché, où est-ce qu'il est exactement? Alors, à la toute base, c'est un projet, là j'en parle aujourd'hui, mais c'est un projet qu'on fait tourner depuis déjà 3 ans. C'est un projet de très long terme et qui est en constante évolution et qui a commencé à la frontière entre un projet artistique personnel et un projet, comment on pourrait dire ça, pédagogique. On avait vraiment envie, quand on a collaboré ensemble, parce qu'on venait vraiment, Marie et moi, Marie, elle venait vraiment de ce monde-là. Elle donnait déjà beaucoup d'ateliers pour des enfants, d'ateliers artistiques. Et on avait vraiment envie d'explorer un projet artistique personnel, mais qui ait une composante participative et pédagogique forte, et qui fasse partie du projet. C'est-à-dire, en général, ce qu'on connaissait comme projet artistique, en général, c'est on a le projet artistique et on se sépare. Le projet artistique, c'est l'artiste. Et ensuite, l'artiste peut donner des ateliers pour faire découvrir son travail, etc. Mais non, on voulait vraiment flouter la frontière entre les deux disciplines et qu'on ne sache pas vraiment où est la création. Il y a énormément d'idées, de choses d'Atlas qui viennent de ces ateliers et qui n'auraient absolument jamais existé dans le projet artistique final sans l'aspect participatif, par exemple. Très bien. Moi, je me demandais comment la collaboration elle avait commencé avec la scénographe. Comment c'est venu cette idée de travailler ensemble et de créer ça? Très inquiétante et troublante cette question. Donc, ça faisait des années qu'on avait des pratiques qui étaient parallèles, mais on ne collaborait pas forcément avec Marie. Et on avait vraiment des pratiques qui étaient tellement différentes, où d'un côté, moi, j'étais vraiment dans le digital, dans le virtuel, et elle, dans le plastique, dans les choses faites à la main, qu'on s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à créer une œuvre qui explore ça, qui explore les rapports entre le monde physique et le monde virtuel, et comment passer de l'un à l'autre, et voilà. Mais toutes les frontières un peu floues qu'il y a entre les deux. Je me permets de prendre la parole. Moi, j'ai une question. Il y a quelles sont les pistes de développement, par exemple? Moi, je pense qu'il y a toute une théorie dans la gestion de projet, de construction de projet, où les gens construisent une ville. Donc, on prend la place, c'est l'endroit pour discuter, on construit une rue quand c'est un axe de développement, puis on construit une maison. Par exemple, on a la rue des valeurs du projet, la rue de l'opérationnel, la rue I, un bâtiment qui est, par exemple, le quartier de la gare pour toutes les incertitudes et un peu les obstacles. Donc, ça pourrait être aussi, c'est un projet qui pourrait aider aussi les gens à conceptualiser des choses, en fait, ou même dessiner le quartier de rêve. Il y a plein d'opportunités. Est-ce qu'elles sont explorées, ou on veut juste en laisser ça dans les classes et construire la matérialisation d'objets, quoi? Je connaissais pas cette technique, c'est super intéressant. Mais avec Atlas, ce qui nous intéresse, c'est de créer des règles, de créer un univers, et ensuite de le laisser dans les mains des spectateurs et de voir comment ils interagissent avec. Donc, tout à fait, l'idée, c'est nous, on crée des sortes de bases
Alors là, dans Atlas, on ne l'a pas trop vu dans ma présentation, mais c'est ce qu'on a appelé les règles urbanistiques. C'est-à-dire que, en fait, quand les gens lancent des graines comme ça ne crée pas des villes au hasard. Ça crée des villes qui sont intelligentes, entre guillemets, qui sont conscientes de leur environnement, qui sont vivantes, qui sont conscientes des quartiers qu'il y a autour d'elles, des autres maisons qu'il y a autour d'elles, etc. Et donc, du coup, on va avoir des choses assez cohérentes qui vont se construire. Mais la volonté, en effet, c'est que les gens se l'approprient et découvrent ces règles par eux-mêmes petit à petit et les détournent, en inventent d'autres et qu'il se passe des choses entre les gens. Surtout ça, c'est le plus important, c'est qu'on veut vraiment utiliser des mondes virtuels pour créer des connexions dans le réel, pour que... l'idée, c'est pas de... Moi, quand j'ai commencé à travailler avec la réalité virtuelle, on était plusieurs collaborateurs à travailler. À l'époque, c'était en 2013 avec l'Oculus, le développeur kit d'Oculus. Et tout le monde avait cette peur-là de la réalité virtuelle comme quelque chose qui coupe du monde, Enfin, voilà, c'est logique. Hein, on a des casques comme ça. Bon, ben voilà, on met le casque et on disparaît du monde. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte assez vite que non, en fait, ça pouvait être un outil pour créer des liens entre les personnes. Et donc, je me suis lancé dans cette petite partie de la réalité virtuelle que j'appelle la VR performative. Donc, on crée des œuvres qui sont performatives où les artistes sont sur place. Ici, dans Atlas, par exemple, on joue à Atlas au cours d'expositions où les artistes sont sur place et interagissent avec le public. Et voilà, donc c'est un peu cette idée-là de créer des liens entre les différents spectateurs et entre les artistes durant l'expérience. Et donc, à ce stade, tu es toujours en side project ou c'est déjà un truc où tu as fait un business model en disant, ben voilà, le projet sera rentable quand on aura X bases de données de ville, ou bien sa prochaine étape, c'est de le mettre en ligne et que les gens puissent construire des villes dans un réseau à distance. Enfin, est-ce que tu as une roadmap de ton projet pour aller plus loin? Ouais, complètement. On a eu beaucoup de partenaires qui nous ont beaucoup aidés pour mettre en place le projet. On s'y attendait pas du tout. On est parti sur ce projet comme ça, à deux, avec vraiment zéro moyen. Et puis petit à petit, ça s'est mis à intéresser des gens. Et on a eu des partenaires vraiment importants comme... y a l'IRCAM Centre Pompidou qui avait lancé des résidences de création pour faire collaborer des scientifiques, des laboratoires en Europe et des artistes. Donc, on avait gagné une résidence là-bas. On est parti à l'université Oxford Brookes en Angleterre, où eux, ils travaillent beaucoup avec l'HoloLens et la réalité augmentée. Et donc, ils nous ont aidés à monter une partie du projet. Puis après, on en a eu des dizaines et des dizaines de partenaires, mais on a eu par exemple à Mons Museum Lab, qui est le musée des Beaux-Arts de Mons, qui a une partie où ils font de la recherche autour du numérique et comment intégrer le numérique dans les musées. Et donc, ils nous aident beaucoup encore. Là, on travaille beaucoup avec eux. Et enfin, la dernière grosse partie de création qu'on a fait, c'est à Taïwan avec un organisme qui s'appelle le VR Film Lab à Kaohsiung, à Taïwan, où à la base, eux, ils organisent un gros festival de films à Taïwan. Et puis, depuis quelques années, ils se sont spécialisés dans la réalité virtuelle. Ils ont ouvert un cinéma en réalité virtuelle. Et donc, on a fait une résidence chez eux. On a terminé un nouveau chapitre de Atlas. Donc ça, c'est pour la partie création. Mais après, tu me demandais par rapport au business model. Donc, dès les premières semaines de création d'Atlas, on a eu l'idée de, OK, soit d'un côté, on passe des années à créer un projet et on le montre une fois qu'il est fini, mais ce n'est pas jouable. Soit on décide très tôt de jouer
des prototypes au public, des prototypes de plus en plus avancés. Donc, ça fait 3 ans que le projet est à l'état de prototype permanent. Mais bon, on a décidé de plus appeler ça un prototype parce que c'est fonctionnel, quoi. Mais c'est juste, c'est tout le temps évolutif. Et ça nous permet en termes de business model de ne pas devoir attendre d'avoir de l'argent de création pour finir un projet qui est un peu démentiel parce que voilà, il est un peu sans fin. Nous, ça nous permet de le vendre à des lieux culturels, de continuer à faire des ateliers sur le côté autour de ça, de faire des expos. On a fait plus d'une 20aine d'expositions à travers le monde avec ce projet. Et ça nous permet de l'autofinancer au fur et à mesure. Et donc, c'est plus un side project. Assez rapidement, c'est devenu notre projet principal au bout d'une quinzaine de mois, je pense. Alors, voilà, là, le problème maintenant qu'on a eu, c'est qu'on avait énormément d'expositions, quoi. On avait 5 ou 6 expositions qui étaient prévues ces mois-ci, qui étaient, voilà. Et évidemment, le coronavirus a un petit peu mis des bâtons dans les roues de notre business model. Donc là, on est un petit peu à un moment de réflexion de comment on s'adapte à cette situation. Voilà. Justement, ouais, moi, comme tu le lançais un peu en mode open source avec de la co-création sur les décors, ce genre de choses, j'ai l'impression en écoutant ton projet qu'il y aurait moyen aussi carrément faire un framework en fait. Finalement, de dire voilà, on a une méthode de création d'objets, de VR, etc. Rejoignez l'univers concret et vous aussi contribuez. Et après, voilà, avec cette matière open source, enfin, après, tu vas partir dans tout un système de droits d'auteur et tout le truc qui risque d'être bien sympa à gérer. Mais j'ai l'impression que finalement, tu pourrais continuer dans la co-création tout en gardant ça rentable via l'événementiel, quoi. Là, tu apportes ta plus-value d'animation, je veux dire, mais le concept en lui-même a l'air de pouvoir fonctionner en stand-alone un petit peu. Alors, ça, j'y pense beaucoup, mais il y a cette problématique de la complexité du projet. L'idée de le mettre en open source, là pour l'instant, c'est quand même une usine à gaz. Et donc, ça demanderait un petit peu de boulot pour documenter tout ça. Mais ça serait super intéressant, en effet. Si c'est dans la VR, on a Marie, elle a une grosse expertise là-dedans, elle pourrait documenter ça. Cool. Cool, mais il y a ça, et il y a l'autre chose, c'est que on est toujours sur un fil avec ce projet qui est entre projet artistique et projet participatif, qui est ça reste où on se place en tant qu'artiste. Si on laisse trop de liberté aux gens qui participent au workshop, etc., ça devient un bordel pas possible en termes esthétiques, en termes de cohérence. C'est vite super moche. Donc, du coup, le gros challenge du projet, c'est comment on pose des balises, des contraintes au début. Là, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les règles urbanistiques. Donc, ça va être des contraintes de matériaux où tout le monde va utiliser le même type de matériaux, les petites lamelles en bois, par exemple. Ça va être des contraintes de proportion où, si vous regardez les maisons qu'on construit, elles ont toutes des petites fenêtres carrées qui font toutes exactement la même taille. Et ce genre de petits détails fait que quand on va prendre le travail de chacun, même s'il peut être assez différent, voilà. Et quand on va le mettre ensemble, il va y avoir quelque chose de super beau qui va se passer. C'est cool. Au final, ouais, c'est pas tellement une question, mais c'est une réflexion. Mais vous appliquez avec votre système urbanistique la même technique que quand on crée un site web pour un client avec un design system. C'est la même chose. Je ne connais pas. C'est tout un tas de règles graphiques qui font qu'on puisse quand même avoir un truc cohérent alors qu'on laisse ça dans les mains d'un client. Cool. J'ai une petite question. Où est-ce qu'une fois qu'on sera déconfiné, on pourra le voir genre en septembre-octobre, là, tu vois, enfin,
Pas le plus tôt possible, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des choses programmées à plus moyen terme, là, après les vacances de juillet-août, où on pourra voir effectivement avec les casques, enfin, essayer de voir à quoi ça ressemble? Où est-ce qu'on pourra le voir? Yann venait de m'inviter en MP à Taïwan pour aller le voir. Alors oui, la prochaine, c'est censé être à Taïwan, en effet, mais on n'y croit pas beaucoup. C'est censé être en octobre à Taïwan, on est en discussion avec eux, personne ne sait très bien quoi faire. Pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de possibilité, mais octobre, on se dit, ça reste quand même difficile. Donc voilà, on ne sait pas. Après, en ce moment, on était censé être à Tournai, on était censé faire une exposition à Tournai, là, c'était au mois de mars, qui a été annulé. Et on est en discussion pour revenir. Et si je ne dis pas de bêtises, ça serait fin septembre, début octobre. Donc voilà, on fait ça avec le Centre de la Marionnette à Tournai. Et il s'intéresse beaucoup aux arts numériques et à faire des liens entre marionnettes et arts numériques. Nous, on est très très intéressés par la marionnette aussi. Si vous regardez Atlas, l'idée de Atlas, c'est de donner vie à des choses inanimées, des maquettes. Parce qu'il y a un petit peu le même principe que la marionnette. Marie, elle vient comme scénographe et plasticienne, elle vient du monde de la marionnette aussi. Donc voilà, ce genre de lien, ça nous parle beaucoup. Et donc ouais, c'est quand? C'est fin septembre, début octobre, si tout va bien, si on arrive à sortir de cette situation à un moment. Il y aura une exposition où il y aura moyen d'essayer tous les différents chapitres. Et avec un peu de chance, avec ces mois de confinement, en plus, ça va être démentiel. Il va y avoir encore plus de chapitres. Et voilà. Ok, merci Yann. Vous Merci pouvez beaucoup. vous démuter pour dire merci. Merci Yann. Merci Yann. Merci Yann. Top. Franchement, c'est super. Quel succès. Marie, il y a du monde au bar, il faut que tu ailles pour les paiements. C'est moins gai sans chips et sans bière quand même. Hein. Alors, donc maintenant, on va passer à la rubrique nostalgique qui va être en deux parties. On va avoir Martial dans un premier temps qui va nous parler d'un jeu qui se nomme Alone in the Dark, qui a une thématique qui pourrait intéresser les gens qui se sentent un peu trop confinés. Et dans un second temps, Benoît et moi-même, on va vous parler d'un jeu qui s'appelle The Stanley Parable, qui a aussi, lui, un petit peu son mot à dire par rapport à des espaces confinés, à du télétravail. Voilà, vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Alors, T'as pas l'air motivé, mais vas-y. si, mais 2 secondes, arrête de me couper aussi. Bonjour Ben, bonjour Benoît. J'arrête pas de jouer à Angry Birds sur mon iPhone 4S. Je suis trop un geek, quoi. Ça fait pas 2 secondes qu'on a commencé, je me fais déjà couper. Ça va Benoît? Ouais, bien. Enfin, ça allait, ouais. On fait comme si on vient de se voir. Mais voilà. Ouais. Donc, on va parler aujourd'hui dans Nostalgeek d'un jeu. Alors, j'ai plein de notifications mail, c'est super. Ouais, on je les suis le seul entend. à avoir coupé toutes mes autres applications, en fait. Ouais. Okay. On va parler d'un jeu qui s'appelle The Stanley Parable. Est-ce que tu connais The Stanley Parable? Ouais, écoute, je ne connaissais pas et j'ai été voir. Tu as été voir des gameplays. Alors, c'est un jeu sorti en 2011. Parce que je trouvais qu'en 3D c'était moche, mais en fait, si c'est 2011, c'est pas si moche que ça. C'est ça, c'est ça. C'est juste que c'est vieux en fait. Oui, c'est pas qu'ils n'étaient pas doués, c'est qu'ils étaient vieux. En fait, c'est presque un jeu indé parce que c'est des gens qui ont fait ça un peu dans leur coin sur base du jeu Half-Life 2. Donc, c'est un mode sur Half-Life 2 qu'ils ont développé. Counter-Strike. Ouais, c'est le même genre que Counter-Strike pour les gens qui, je pense qu'il y a des gens qui connaissent, j'imagine, j'espère. Sauf que là, tu donc c'est le même principe et ça a eu pas mal de succès et du coup, ils ont étendu ce concept-là à un jeu vraiment à part entière qu'ils ont sorti en 2011. Qu'est-ce que c'est que ce concept? En fait, c'est un jeu
très, très, très particulier. C'est ni un jeu de stratégie, ni un jeu de combat, ni un jeu d'aventure, ni un jeu de fantasy, ni un jeu de gestion. C'est un jeu où on incarne donc Stanley, qui est un employé de bureau. On commence le jeu devant l'ordinateur et une voix off nous dit que Stanley est un employé comme les autres qui tape sur son clavier à longueur de journée. Ouais, quand tu commences, c'est vrai que tu as un peu l'impression d'être en mode dépressif, hein. Tu te dis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que le jeu parle de. Enfin, en fait, si vous avez déjà été employé de bureau et que vous vous êtes dit cette vie est horrible, ce contexte est complètement froid, désincarné, déshumanisé et j'en ai marre, ce jeu est pour vous. Parce que ça met face à ça tout un tas de réflexions sur les choix dans la vie. Et donc, en fait, on commence la partie, on est dans notre bureau, on sort du bureau et il n'y a personne nulle part. On est sur un plateau, une espèce d'open space, et on déambule dans les couloirs de bureaux. Il n'y a absolument personne. Et on a une voix off qui nous raconte l'histoire pendant qu'elle se déroule, c'est-à-dire qu'on se lève et on sort de notre bureau et la voix dit Stanley s'est levé, est sorti du bureau et a constaté qu'il n'y avait personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça amène pas mal de situations où on vient dans une pièce où il y a 2 portes et la voix off dit Stanley a pris la porte de gauche, même avant que tu le fasses. Et donc, ça va réagir par rapport à ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu prends la porte de gauche, il va continuer l'histoire. Si tu prends la porte de droite, il va commencer à commenter par rapport à ce que tu fais, au choix que tu as fait, etc. Et donc, c'est en ça où c'est très, très intéressant. Donc, on le conseille. Ça s'appelle The Stanley Parable. Alors, on est en... Ouais, vas-y. Ce qui est assez bizarre, en fait, c'est de base, le jeu a l'air hyper flippant, puisque tu sors de ton bureau, tu rencontres personne, tu vois personne, tu n'as que des pièces vides, et puis tu as des endroits de plus en plus improbables qui apparaissent. Et à côté de ça, tu as le narrateur, enfin la voix off, qui est une voix relativement chaleureuse et sympa, qui n'est pas du tout dans le côté angoissant. Donc tu flippes par rapport à l'image, mais par contre, tu as une voix qui est relativement sympa et qui dit « Non, en fait, ça va bien se passer et tout ça. » Mais moi, en tout cas, quand je regardais le jeu passer et tout ça, je me disais « C'est pas possible, à un moment donné, il y a une créature qui va m'atterrir sur le coin de la gueule quand je m'y attends pas et je vais lâcher la souris. » Mais non. Ouais. Et c'est pas ça du tout. En fait, il joue sur cette ambiguïté-là aussi, le jeu. C'est-à-dire que le jeu va à un moment donné... la voix off est en train de parler. Je cite un exemple, je spoil un tout petit peu, donc à ceux qui veulent vraiment pas être spoilés, n'écoutez pas. À un moment donné, on est sur un espèce d'élévateur et on voit en contrebas quelque chose. On se dit tiens, il y a moyen d'aller là. La voix est en train de dire quelque chose pendant qu'on se déplace sur ce plateau. Si on saute pour aller à l'autre endroit, c'est-à-dire un truc pas prévu, le narrateur commence à s'énerver parce qu'on fait pas, on le coupe en plein milieu de son texte, par exemple. Et des trucs comme ça. Donc, ça joue vraiment sur ce côté-là. Non, mais si, c'est rigolo. Hein. Ah, c'est très rigolo. Donc, ouais, ce que je voulais... dernière chose, après, on va passer la parole à Martial pour une autre review. On est en mode confinement, là, au cas où vous écoutez ce truc bien plus tard, ou quoi, c'est possible. Là, on est toujours en mode confinement. Il est pour le moment gratuit sur le Unreal Engine, donc sur Epic Games, qui est gratuit aussi. Donc voilà, allez-y. Voilà. Merci, bisous. Salut. Écrit sur un papier. Moi, j'ai une question. Où est-ce qu'on peut, de Epic Games, c'est un émulateur de jeu ou quoi? Parce que pour les gars qui ne s'y connaissent pas comme moi, où est-ce qu'on joue? Quelle est l'adresse? Oui. Alors, Epic Games, on va mettre l'adresse dans les références de la sans-titre, mais Epic Games, c'est un éditeur qui a fait un moteur de jeu qui s'appelle Unreal, donc qui permet à des créateurs de faire des jeux, mais c'est aussi un agrégateur de jeux un peu comme Steam. C'est un peu le même genre que Steam en plus petit, évidemment, et donc quand on a Epic Games, on reçoit régulièrement des notifications sur les jeux qui sortent, et en ce moment il est gratuit sur Epic Games. Voilà. Moi j'ai une question aussi.
Est-ce qu'il est compatible et disponible avec macOS Catalina en 64 bits? Écoute, j'ai joué sur mon PC et je pense qu'en cours de route, je me suis rendu compte que j'aurais pu l'installer sur mon Mac. Donc, je pense que oui, à vérifier. Mais et je ne sais pas vérifier ici parce que j'ai désinstallé Epic, mais je pense que oui. Super. Je testerai, je te dirai quoi. Ouais. Et on le mettra sur les références aussi de la santé. Est-ce qu'il existe des codes pour tricher? Alors, pour tricher, c'est assez... En fait, le truc avec ce jeu, je vais essayer de ne pas spoiler en racontant ça, mais en suivant le déroulement logique et par rapport à ce que nous dit la voix, si on est un bon petit employé modèle, le jeu il se termine très très vite. C'est pas là que réside l'intérêt, parce qu'en fait tu vas pouvoir recommencer et essayer d'autres choses que tu n'as pas essayé avant. Et c'est là où tu vas tomber sur d'autres fins. Et jusqu'à présent, je crois qu'il en est sorti une vingtaine de fins, un truc comme ça. Certaines sont vraiment difficiles à trouver ou à tomber dessus, mais en fait, dès que tu fais des choix, tu vas tomber sur des situations différentes. En gros. Bonjour Martial. Hey, salut. Ça va? Oui. On confine bien? Bah oui, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on Ouais. peut, on fait semblant de travailler comme tout le monde et on gagne des sous en schmetz pendant que les autres sont au chômage. Martial, tu voulais nous parler de Alone in the Dark parce que tu pensais que c'était fort à propos. Oui, bah oui, tout à fait. Je trouve il fait beau en ce moment et comme beaucoup de gens, ça me fait chier. Ouais, parce que j'imagine que tout le monde est comme moi et n'aime pas sortir au soleil. Moi, c'est vraiment pour les losers, quoi. Je veux dire, attendre toute l'année, que ce soit le printemps, le soleil, pour dire hey, salut, je vais sortir, il fait beau. Bah, non, je suis désolé, t'as envie de vivre en Belgique, t'assumes. Donc je reviens à des jeux un peu plus sombres, comme le nom l'indique. C'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps. Alors je me souviens, c'était une époque où on parlait beaucoup de crack. Alors c'est génial parce qu'à ce moment-là, quand je parlais de des cracks à mes parents, ils s'inquiétaient un petit peu, ça y est, il va commencer à prendre la drogue et tout. Et en fait non, c'était parce que je ne comprenais pas ce que c'était. Et c'était la première fois qu'on m'a dit hey, et en fait, tu peux télécharger des jeux, mais t'as pas besoin de les payer. Et là, c'était... Oui, parce que maintenant, je fais tout légalement. Depuis que j'ai appris que tout ça, c'était illégal. Du coup, tu as joué à Alone in the Dark en craqué. Ben, je sais plus. J'étais tellement petit. Enfin, j'ai pas grandi depuis. Hein. Attends, tu viens de nous parler du premier? Bah, celui de 1992, ouais. Le tout dégueulasse, là? Ah bah, évidemment. Ah ouais? Nostalgique, hein, en même temps. Bah oui. Ah oui. Ah ouais, non, mais oui, ok. Et en fait, de mémoire, quoi, tu crois que je parlais duquel, en fait? C'est le dernier, les derniers? Le remake? Bah non, Ah le ouais, non, 3, là, celui qu'ils ont fait bien après, là. Ah oui, non, moi je parlais uniquement justement de celui que j'ai connu sur PC. Ah ouais, Après, on peut parler des autres brièvement. Non, ouais, vous pouvez parler des autres. Même le premier faisait peur, en fait. C'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'avec des cubes qui se déplaçaient dans une 3D dégueulasse, enfin pseudo 3D, c'est que même lui, il faisait peur, en fait. Alors, il faisait peut-être peur parce qu'il était dégueulasse. Mais... Ouais, non, mais vous êtes tous, je vais être sympa, je vais pas dire que vous êtes tous vieux, vous êtes tous plus vieux que moi. Et du coup, pour vous, ça vous faisait peut-être peur parce que c'était dégueulasse. Il faut savoir que comme c'est sorti en 92, j'avais 3 ans. Bon, évidemment, je n'ai pas joué à 3 ans, je ne vais pas déconner. J'ai joué à 4 ans. C'est beaucoup mieux. Non, je devais avoir... J'étais en primaire à ce moment-là. Donc du coup, forcément, j'avais... Ouais, on va dire j'avais entre 7 et 9 ans. J'avais entre 7 et 9 ans et du coup, j'avais découvert ça. J'ai eu peur parce que j'ai eu galère pour l'installer sur mon ordi. La première peur, c'était de me dire merde, je vais foutre en l'air l'ordi de mon père, ça va être génial. Ça, c'était la première grande frisson. Et une fois que j'avais installé, c'était merveilleux. En fait, j'ai jamais terminé le jeu. Donc je me dis qu'en ce moment, c'est vrai que ça fait du bien de me reparler. Parce que du coup, je me dis que je vais sûrement le télécharger un jour et je vais cette fois-ci le finir. Ah, tu l'as pas fini?
Ah non, non, j'ai jamais fini, malheureusement. Non, faudrait que je reprenne justement l'occasion pour le faire, mais non. Non, je me souviens surtout des 3 premiers niveaux où on arrive avec où on vous dépose en fait. Vous arrivez, je crois, en taxi, ce qui ressemble à un taxi. Et ça met l'ambiance directement parce que c'est des vues un petit peu à la Resident Evil, hein. C'est vraiment ça qui est un peu plus poli. C'est que la caméra bouge pas vraiment. Donc en fait, on vous montre ce qu'on veut vous montrer finalement. Et directement, ça débarque. On sort du taxi et là, on voit une maison, un grand manoir abandonné, avec de la bonne verdure qu'on trouve au printemps. De Halloween, du coup, pour le coup. Et là, tu te dis, bon, j'ai déjà pas envie de rentrer dans cette baraque, mais alors tu restes dehors, tu essayes de rappeler le taxi, mais en fait, il s'est barré, ce con. Et je sais même pas si on avait payé d'ailleurs à ce moment-là. Et finalement, tu te dis, ok, ça va, je vais rentrer. Et je rentre, et en fait, quand tu fais 3 pas, et la caméra elle change et elle te montre comme si quelqu'un était à la fenêtre en train de te regarder. Donc tu refais demi-tour, en fait. T'as pas envie de rentrer. Et j'ai éteint le jeu, et voilà, je termine. Non, j'ai quand même été plus loin. Il y avait un truc que j'avais remarqué quand même qui me faisait moins peur, je devenais malin à cet âge-là. C'est que c'est comme certains anciens dessins animés, en fait. Il y avait des passages à l'écran où il y avait une texture qui était un peu différente. Et grâce à ça, tu savais dire que, ah ouais, ok, ça va bouger. Ça. Il y a un truc à faire. Là, il faut faire quelque chose. Exactement. Et ouais, c'était... Allez, bonne nuit. Allez, sur ce espoir. Est-ce que des gens ont des questions? Nous avons affaire à un serial killer. Et oui, et d'ailleurs, je vais tout de suite aller voir s'il est tombé dans les abandonnoirs depuis un petit temps. À mon avis, je crois me souvenir que oui. Parce que c'est vrai que depuis le début et sans titre, je m'étais dit je vais essayer de présenter que des abandonnoirs. Mais déjà, mes souvenirs, ils ne sont pas qu'un abandonnoir. Et puis, j'étais fort jeune, donc je n'avais pas beaucoup de sous pour acheter tout ce que je voulais. Donc forcément, la liste commence un peu à s'épuiser dans les abandonnoirs que je connais. Mais il en fait partie. Oui, il y a même le 2 et le 3 que je n'ai pas connu non plus. Le 2, c'est avec le bateau pirate. Mais alors le 1, je sais qu'on finit dans des catacombes, mais après... Oui, donc pour ceux qui suivent son titre depuis le premier jour, et je sais qu'ils sont nombreux, je ne vais donc pas devoir expliquer comment télécharger le jeu et l'installer. C'est donc un ancien jeu, et pour ça, il va falloir installer... alors sur Mac, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais qu'il y a moyen. Et sur Windows, c'est la DOSBox. C'est en fait un émulateur d'un système DOS. Et donc, il faut se renseigner sur ça, en fait. C'est de comment télécharger cette DOSBox-là. Et ensuite, il faut juste glisser le jeu qu'on a téléchargé dans cette DOSBox. Et le jeu s'ouvre dans un mini-environnement Windows 95 avec DOS. Ouais, du coup. Je vois que quelqu'un a une question. Ouais. Est-ce qu'il y a des codes pour tricher? Non, bien sûr que non. Non. Alone in the Dark, non. Non, mais par contre, il y a des solutions. Il y avait peut-être un god mode, histoire de ne pas mourir. Ça, c'est possible. Mais hormis ça... Pour terminer un petit peu, je pense, à part s'il y a encore des questions, mais dans ce cas-là, il faut me couper. Par rapport à la dernière sans titre, on avait fait une rubrique à 3 sur un panel de ce qu'était le jeu vidéo depuis quasi le début sur PC. Et on comptait enchaîner sur le jeu indé, donc le jeu indépendant. On va faire ça bientôt, mais ça demande un peu de préparation. Donc voilà, on va parler de ça. En tout petit peu, mais c'est pour ça qu'on vous a parlé de jeux de confinement, entre guillemets, en attendant. Voilà. Hey, abonnez-vous. Ah bah non, mais c'est bon, c'est pas grave. C'est la vidéo cloche qui fait que... Ouais. Il y a le pouce bleu, là, quelque part, à mon avis. Du coup, on passe à la question de Marie. C'était mon préféré. J'adore faire du violon sur ce shitty flûte.
Alors, la question qui peut rapporter gros, donc écoutez bien. Avec quel musée montois le projet Atlas a-t-il collaboré? Donc, je vous laisse réfléchir. Si vous avez bien écouté Yann, je pense que ça ne posera aucun problème à l'audience. Alors, vous pouvez répondre par mail facilement sur l'adresse choc@choc.be. Voilà. Bonne chance à tous. Donc, à gagner aujourd'hui, 500 grammes de pâte et un rouleau de papier OSC. Alors, je ne le mets pas en entier non plus. Non, mais c'est bien. Et bien coupé comme ça, c'est bien. Je trouve que c'est important de mentionner que le choc met les moyens, même pendant la crise. On s'est procuré un rouleau de PQ. Eh bien, en parlant du choc, Monsieur le Président, vous êtes là pour nous dire un petit mot sur ce qu'est le choc. D'habitude, j'ai le roll-up derrière. Fait chier. Il fera au montage. On peut rajouter ça. Hein, on est en pleine création. Ok, bah, je vais faire le fond du choc. Ah ouais, ouais. T'aurais dû mettre ça depuis le début. Bon, bonjour à tous. Comme vous le voyez, le choc est vraiment en difficulté financière en ce moment. La crise ne nous aide pas du tout à garder les pieds sur terre. André est en duplex à San Francisco. Et j'ai pris sur moi d'aller au bord de la mer dans notre troisième résidence pour éviter les problèmes de propagation du Covid-19. Cela dit en passant, merci pour votre présence ce soir. Enfin, je vais dire pour tout le temps, vu que c'est un enregistrement, vous pouvez le repasser en boucle. C'est la première fois que vous aurez à disposition Marie, avec sa douce voix, que vous pourrez à chaque fois remettre d'avant en arrière et écouter ces questions délicates. Plus sérieusement, donc, mon rôle est souvent d'introduire ou de conclure les soirées sans titre, ce que je vais faire ici malgré la chaleur incroyable qui règne sur place. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro d'ailleurs, c'est un petit peu agité. Le choc, on est une ASBL qui a eu 20 ans l'an dernier. On a une mission incroyable qui est d'améliorer la qualité de vie en Wallonie-Picarde. C'est un projet rempli de plein de bénévoles et de, pour l'instant, 2 équivalents temps plein et bientôt plus. Nous sommes en pleine reconstitution de l'équipe. On a Marie et André, hein, forcément ce qu'on appelle les forces vives de l'équipe du choc. Et plus concrètement, eh bien, je vous invite à aller sur choc.be, choq.be pour voir nos projets en détail. Mais on se complaît et on met tout notre talent à améliorer la qualité de l'emploi, de la formation, de manière innovante et concrète sur la région de la Wallonie-Picarde, de Comines à Ath, en passant par tout ce qu'il y a à côté depuis maintenant 20 ans. Je vous invite à faire 3 choses, c'est toujours ce qui se passe à la fin des soirées sans titre. La première, c'est de nous rejoindre sur les réseaux sociaux du choc et des soirées sans titre. La deuxième, c'est d'envoyer un mail à choc@choc.be pour vous inscrire à notre newsletter. Et la troisième, pour les plus aguerris d'entre vous, c'est de devenir membre du choc. Toutes les infos sur choc@choc.be ou sur notre site internet. Merci à tous. Je vais y aller, j'ai des noix de coco à ouvrir. Salut. Donc, on se retrouve très bientôt et on espère que ce sera pour une édition physique cette fois. On vous tient au courant sur notre page Facebook et par mail, etc. Donc, les médias habituels. Donc, merci à tout le monde. Vous pouvez à nouveau vous démuter, puis on va tous se dire merci dans la joie, la bonne humeur, l'allégresse. Merci. Voilà. Surtout l'allégresse. L'allégresse. Avec des L. Hein. Pas autre chose. Au revoir. Parce que voilà, à un moment, il faut le dire, quoi. Je sais pas. Hein, Si quoi,
Est-ce que Si, quelqu'un je ne sais pas. l'a dit? Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas demander au public de pouvoir poser ces questions? Je ne sais pas. Ah, je comprends rien. C'est le casque de sa fille. C'est le casque de sa fille. Tu veux parler Vous au entendez public? ce que je raconte maintenant ou pas du tout? Tu veux parler au public, c'est ça? Est-ce que quelqu'un filme? Parce que là, Ah, on est bon, là. il faut enregistrer ça. Oui. Enregistre, commence déjà à enregistrer. Est-ce que tu as branché ton casque? Oui. Ah, est-ce que tu enregistres? Oui. Ah, ça c'est bien. Est-ce qu'on pourra faire un post-générique avec du off un peu? Ça sera bien. Peut-être. Bon, on y va? Oui.